En mai et juin 1940, la France est envahie par les armées allemandes. Le 17 juin, le maréchal Pétain, nouveau président du Conseil, s'adresse aux Français et annonce qu'il va demander l'armistice. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Le 18 juin, jour de l'entrée des Allemands au Mans, le général de Gaulle, alors peu connu, annonce depuis Londres qu'il veut au contraire poursuivre le combat. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. La radio est déjà un moyen essentiel de communication, mais peu de gens écoutent ce message. Il existe seulement 5 millions de postes de TSF en 1940 pour 40 millions d'habitants. Beaucoup de Français sont sur les routes de l'Exode. Quelques jours plus tard, l'armistice entre la France et l'Allemagne est signé le 22 juin 1940 à Rotonde et entre en vigueur le 25 juin. Les Français sont abattus. Au Mans, des témoins voient défiler les soldats de l'armée victorieuse dans un ordre impeccable. Les Allemands multiplient les ordonnances répressives comme celle du 10 octobre 1940. Les médias sont contrôlés. Une véritable chape de plomb s'abat sur la population. Malgré cet effondrement militaire, moral et politique, des hommes et des femmes trouvent la force de résister, mais les initiatives sont toujours individuelles en 1940. Communiquer est alors le moyen de montrer son opposition. Une deuxième phase s'ouvre à partir de juin 1941. L'invasion de l'URSS marque l'entrée officielle de la résistance des communistes. Mais l'espoir de vaincre l'Allemagne apparaît encore comme impossible. Les armées allemandes sont devant Moscou, Stalingrad, Leningrad et en Afrique. Depuis décembre 1941, les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Axe. L'espoir renaît et la résistance s'organise en réseau et en mouvement. Il faut alors communiquer pour organiser une résistance politique, voire militaire. À partir de 1943, la participation de la résistance à la lutte armée s'accroît, surtout après le 6 juin 1944, jour du débarquement des Alliés en Normandie. Communiquer à des fins militaires est alors devenu essentiel. Le premier tract connu en France est l'œuvre d'Edmond Michelet, qui dès le 17 juin 1940 reproduit une page de Charles Péguy. Les tracts de Michelet et de Marcel de Villiers, réalisés à des dates différentes, nous montrent les objectifs des auteurs. Ne pas baisser les bras face à la défaite, réagir à la répression, informer et conseiller. Les tracts et brochures largués par les avions alliés ont les mêmes objectifs. Le 5 mai 1942, des tracts sont lâchés sur les communes sartoises. Tout le département est alors concerné. L'activité des pilotes alliés ne faiblit pas en 1944, preuve que la résistance par la communication n'a pas cessé avec le développement de la résistance à but militaire. C'est bon, j'ai trouvé la fréquence. Ce soir, c'est plus facile sur les ondes courtes. Leur brouillage est de moins en moins efficace. Ouais, c'est pour ça qu'ils confisquent de plus en plus les postes TSF. Silence, on va voir les messages. La fortune vient. Tiens d'ailleurs, regardez toutes les pièces de nickel que j'ai récupérées lors du dernier appel. Ça au moins pour les Doriforts. N'empêche qu'ils ont quand même déboulonné les statues de René Levasseur et de Pierre Belon qui vont finir en canon. Pourtant, ils ont laissé les socles. Et alors ? Il y a des Sartois qui en ont profité pour écrire « Ah bah Hitler, parti pour l'Allemagne ». C'est bien beau d'écrire le slogan, mais à un moment il faut agir. Écrire et communiquer, c'est aussi une forme de résistance, non? C'est ridicule leur message codé. Pourquoi ils ne donnent pas des infos claires ? On ferait mieux d'écouter Radio Paris. Tu me fais rire avec ta radio Paris. Tout le monde sait que ce sont des collabos. Y'a que toi qui l'ignores, imbécile. Imbécile. C'est pas moi qui écoute une radio planquée, cachée à Londres. C'est facile de donner des ordres. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. La BBC, arme d'opposition verbale de l'armistice, a le statut de radio de la résistance en Europe. Son premier but est d'informer et de soutenir les populations et leur permettre de garder espoir. Les Allemands décident donc, pour lutter contre cette résistance par l'information, de rédiger plusieurs ordonnances comme celle du MBF du 28 août 1940. Sur les ondes de la BBC, différentes émissions sont destinées aux Français. L'émission « Les Français parlent aux Français » est diffusée dès juillet 1940. Une des voix célèbres de cette émission est celle de Pierre Dac, en 1943 et 1944. Il fut, parmi d'autres voix, la voix du slogan célèbre de Jean Oberlé.
Radio Paris Mans, Radio Paris étalement. Contrairement à une idée répandue dans la mémoire collective, les émissions françaises de la BBC ne sont pas du seul ressort de la France libre et donc du général de Gaulle. Pour lui, la radio doit devenir un moyen de promouvoir la résistance et aussi sa propre action politique. Outre la BBC, le général de Gaulle utilise Radio Brazzaville, poste de brousse remis en service dès novembre 1940. C'est la seule radio où la France libre peut s'exprimer librement. Elle n'est pas soumise à la censure et aux conséquences des rivalités entre De Gaulle et les Alliés. En effet, tous les papiers de la France libre émis depuis Londres passent d'abord par les mains des censeurs anglais. De plus, sur Radio Brazzaville, De Gaulle n'est pas privé d'antenne à la différence de la BBC. Parallèlement à la radio, les journaux de la résistance se développent. La première revue clandestine s'intitule Conseil à l'occupé, rédigée dès juillet 40. Le premier journal est Pantagruel. Il date d'octobre 1940 et est l'œuvre de Raymond Dess. Son but est de distribuer des nouvelles de Londres, diffusées par la radio, écoutées par les Français. Cette première presse clandestine donne naissance au mouvement de résistance. Les tirages augmentent. Libération est tirée à 1000 exemplaires en juillet 1941, 6000 pour francs-tireurs et 20 000 pour combat. Ces titres donnent souvent leur nom au mouvement qui les rédige, les imprime et les diffuse. Les tracts et la radio ont des répercussions concrètes. Des manifestations ont lieu dans les cinémas à l'occasion de la diffusion des actualités, preuve que le bourrage de crâne de Vichy ou de l'occupant ne fonctionne pas. Les Allemands réagissent. Radio, journaux clandestins, tracts permettent donc d'informer l'opinion publique, soutenir son moral, œuvrer à la contre-propagande. Ces médias, dans le même temps, sont aussi des moyens d'action. Malgré de grands risques de répression, les Français agissent. La campagne des V, comme Victory, a un grand succès. Des milliers de V sont tracés dans les rues des villes à partir de mars 1941. Ils peuvent être associés à des slogans, à la Croix de Lorraine, symbole de la France libre. La Sarthe n'échappe pas à cette situation, comme le signale le préfet. Les Allemands sont obligés de réagir. Goebbels lance en été 1941 une campagne des V comme Victoria. Les V allemands se multiplient. Sur la Tour Eiffel à Paris, place de la République au Mans, et aussi sur le communiqué militaire du journal de la Sarthe. Mais cette réaction est un échec, voire est détournée. Un monceau a écrit Reine d'Angleterre sous le V de Victoria allemand. Avant cette campagne des V, il y a d'abord eu la volonté de faire du 11 novembre 1940 un moment symbolique. C'est une action spontanée de réaction à la présence allemande. Par la suite, la radio s'empare de cette volonté d'action de certains Français et diffuse des mots d'ordre. 5000 personnes manifestent à Bordeaux et 80 000 à Nantes. À Paris, contrairement aux consignes de silence, la foule chante la Marseillaise. Les graffitis tracés par Eugène Bibard à la fin du mois de juin 1941 symbolisent l'entrée en résistance des communistes et le soutien de l'URSS qui vient d'être envahi par les armées allemandes. Alors que les Allemands et Vichy déclarent que le 14 juillet 1941 sera un jour de deuil, les résistants intensifient le mot d'ordre de mobilisation. Toutes les composantes de la résistance extérieure et intérieure participent. De Gaulle et Churchill font un discours diffusé à la radio. Des tracts et des journaux clandestins relayent l'action. La population fait preuve de créativité pour valoriser les couleurs du drapeau tricolore pourtant interdit depuis l'armistice. Tous les supports sont utilisés pour montrer par l'écrit son opposition. Les socles des statues, les affiches de propagande allemande ou française, les murs des habitations, les palissades en bois du jardin des plantes. Outre ces inscriptions, des jeunes réalisent des manifestations afin de montrer leur opposition à la politique du gouvernement de Vichy ou à la présence allemande. Communiquer, c'est aussi participer à la lutte armée. La communication dans un but militaire n'a pas commencé avec le débarquement. Dès juillet 1940, les Anglais ont voulu développer des réseaux de renseignement en France. Pour cette résistance à vocation militaire, tous les moyens de communication sont utilisés. BBC, radio-émetteur, pigeons voyageurs, avions. L'Angleterre est un nœud de communication essentiel. Pour cette résistance à vocation militaire où communiquer est essentiel, de nombreuses précautions sont nécessaires. Pour rester anonyme, brouiller les pistes, les résistants utilisent des noms de code. Il faut aussi cacher les opérateurs radio qui doivent changer régulièrement de place. Les codes sont également utilisés pour prévenir les résistants. Le premier message codé, lancé en septembre 1941, est « Lisette va bien ». La diffusion de ces messages est à l'initiative du SOE. Le but est de mieux correspondre avec les agents qui annoncent les parachutages d'hommes et de matériel, les informations pour l'identification de nouveaux agents. Peu de temps avant le débarquement, le jeudi 1er juin, 161 messages d'alerte sont diffusés. Le 5 juin, à 21h15, plus de 200 messages pendant 16 minutes. Ces mesures déclenchent les plans vert, violet et tortue, censés ralentir la progression de l'ennemi vers la Normandie.
D'abord, y'a qu'à pas dégonfler. Moi, Hitler, c'est dans le blaire et je peux pas leur renifler. Et les nazis ont l'air d'oublier que c'est nous dans la bagarre qu'on les a dérouillés. Moi, si je le poissais à jacter, il ferait marre de bavards, il faut les envoyer. Si t'es nazi, va te faire picouser, et puis j'y balancerai ma godasse dans le findé. Une bonne taillée.